les lois de la finance personnelle deviennent complexes, et plusieurs parmi vous évoquent certains soucis ou frustrations comme: comment me sortir de ce dossier de surendettement? Je voudrais profiter d'un voyage à moindre frais, mais je n'ai pas assez d'argent. Comment mener une vie épanouissante quand on est au chômage? Je vais alors tenter de répondre partiellement à ces préoccupations personnelles dans cet article. Je m'engage à répondre à vos questions dans 2 autres articles ultérieurs consacrés à ce sujet. J'ai passé récemment 2 mois à étudier les lois de la finance personnelle et aujourd'hui je prétends m'orienter vers mon indépendance financière avec confiance. J'ai pu multiplier mes capacités d'épargne par 3, et récemment investi, et je dispose d'une vision plus claire sur mon état financier et surtout je peux aujourd'hui prétendre savoir où je vais financièrement. Réfléchir et devenir riche. Laissez-moi d'abord lancer 2 défis aux experts de la finance personnelle, et là je m'adresse à des personnes comme Michael, Sylvain, Rami, Franck, Carla, Jeff outre. Je serais curieux que l'un de vous interroge 500 personnalités parmi les plus riches du monde pour étudier les clés de la richesse comme a pu le faire Napoléon Hill bien plus tôt. Rencontrez les Bill Gates, Warren Buffett, Liliane Bettencourt, Sissi, Bernard Arnault ou François Pinault. Demandez-leur comment ils réfléchissent. Demandez-leur aussi leur définition de la richesse. Le deuxième défi que je vous lance messieurs dames serait aussi d'interroger les 500 personnes les plus pauvres du monde, ou au moins qui sont en deçà du seuil de pauvreté, pour étudier leur façon de penser et leur définition de la richesse. Et là il serait intéressant d'étudier les clés de la pauvreté pour les comparer avec celles de la richesse. Pourquoi pas moi, vous allez me dire. Je ne suis pas expert des lois de la finance personnelle. J'apprends comme vos lecteurs. Laissez-moi vous expliquer comment j'ai appris. J'ai déjà commencé comme beaucoup de monde à étudier le sujet de la richesse avec le livre de Napoléon Hill, mais, avant même de découvrir le pouvoir de la loi de l'attraction, 2 choses m'ont marqué au travers de son livre. L'argent n'a qu'une valeur relative, en soi, la monnaie ne représente rien. Ce n'est qu'un moyen d'échange pour obtenir quelque chose, la valeur ne se mesure que par le bien ou le service associé. La notion de capitalisme est explicitée au cours de ce livre, je ne fais nullement l'apologie d'un modèle économique sur un autre, mais il expose correctement le modèle économique auquel nous appartenons. Je t'invite à relire attentivement le chapitre 7, la 6e étape vers la richesse, l'élaboration des plans. Lorsque j'ai lu le livre pour la première fois, j'ai fait une première lecture en me fondant sur la notion d'argent lui-même même si le livre ne se focalise pas uniquement sur cette thématique. C'est alors que je me suis demandé quel pouvait être mon rapport avec l'argent. La richesse se mesure-t-elle exclusivement sur des ressources financières? La richesse se mesure-t-elle par son rapport avec l'argent? À quoi sert mon argent? Pourquoi ces interrogations? J'ai alors commencé à étudier certains milliardaires pour mieux comprendre leur façon de penser et comprendre en quoi ils diffèrent de ma relation avec l'argent. J'ai alors lu la biographie de Steve Jobs étant personnellement adepte de la marque à la pomme. Au-delà d'une simple biographie, le livre est un véritable livre de management. Même si le patron Apple était connu pour se verser un salaire symbolique d'$1 par an, il vivait avec plus milliards de dollars d'actions de son entreprise. En 2007, sa fortune personnelle étant estimée à 5,7 milliards de dollars. À la lecture du livre de Walter Isaacson, je constatais alors qu'il vivait dans une maison sans ameublement, et que ses richesses purement matérielles ne se résumaient qu'à ses technologies. Il préférait le minimalisme avec l'avènement d'un simple téléphone qui fait tout plutôt qu'une maison ultra-moderne domotisée. En revanche, malgré sa richesse certaine, Job ne put monnayer ses soucis de santé qui lui valurent sa mort, son alimentation ne favorisant pas la résorption de son cancer pancréatique. Malgré ses arrêts maladie et son affront, il ne put alors échapper à la grande faucheuse. Leçon apprise personnellement, l'argent n'a aucune valeur par rapport à sa propre santé personnelle. Sans santé, nul ne peut rien accomplir par manque d'énergie et de vitalité. Sans santé, nul ne peut se tourner vers les autres et développer son réseau social. Sans santé, nul ne dispose d'un contrôle sur son environnement direct. C'est alors que je me suis penché vers une autre grande fortune, celle de Bill Gates. Fortune estimée en 2013 à 67 milliards de dollars, Gates vit davantage dans l'opulence que son confrère Apple. Voyez plutôt sa maison.
La propriété compte 4 étages en escalier, 7 chambres à coucher, 8 salles de bain, un garage souterrain pouvant accueillir plus d'une dizaine de voitures. Gat est un passionné de bolides, une salle de réception pour plus de 120 personnes, un théâtre, une piscine de 5 mètres par 18, une bibliothèque, un cinéma, un court de tennis et un green de golf, une rivière artificielle, un garage à bateau et une salle informatique. En même temps, aujourd'hui Gat est considéré comme l'un des plus grands éocènes de la planète. Il participe au développement économique de l'Afrique, pour le bien de Microsoft, et fonde la fondation Bill et Melinda Gates, Bill et Melinda Gates Foundation, qui a pour objectif d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et d'acquisition de connaissances, et dispose de quelque 102,8 milliards de dollars. Moralité, même si l'opulence qu'arbore Gat et Family ne me fait pas plus rêver que cela, encore que j'apprécierais une chiite visite de sa maison, mais je n'y ferai pas ma résidence principale. Gat gagne son argent d'abord pour satisfaire ses besoins et passions personnelles avant d'aider la vie des autres comme en Afrique. Son rapport à l'argent se tourne vers ses besoins et ses envies. Enfin, je me suis intéressé à une troisième personnalité, le Nostradamus de la bourse, Sir Warren Buffett. En 2012, encore d'après le magazine Forbes et Libération, sa fortune était estimée à près de 44 milliards de dollars. Buffett est probablement le seul investisseur qui a réussi à prédire les valeurs économiques sur 40 ans, avec un rendement moyen de 28% par an. Imaginez que vous placiez 100 € dans les mains de Buffett 40 ans plus tôt, vous auriez aujourd'hui près de 1,9 million d'euros. Aujourd'hui, Buffett vit en toute modestie dans sa maison du New Nebraska. En ce qui concerne sa vie personnelle, Warren Buffett est connu pour être frugal et peu dépensier. Il n'a ni téléphone portable ni ordinateur sur son bureau. Buffett n'est pas pour autant un collectionneur de châteaux, de voitures ou d'œuvres d'articles. Et pourtant, il est payé 100 000 dollars américains chaque année par Berkshire Hathaway, selon son propre choix. Son volume de revenus nets disponible provient de ses autres investissements personnels. Buffett recherche une seule et unique chose aujourd'hui, améliorer la qualité de la vie des autres. Il fait des donations à travers la Buffett Foundation, habituellement autour de 12 millions de dollars américains par an. Il a indiqué son intention de distribuer 85% de sa fortune, après sa mort, à des œuvres caritatives. Également, Warren Buffett a annoncé le dimanche 25 juin 2006 son intention de donner 37 milliards de dollars américains, soit 24,7 milliards d'euros, à la fondation Bill et Melinda Gates et à des membres de sa propre famille. Cette décision, qui porte sur plus de 85% de sa fortune, constitue la plus grosse donation individuelle jamais réalisée aux États-Unis. En étudiant sa façon de penser face à l'argent, Warren Buffett se contente d'avoir une vie frugale et tout argent dépensé et réinvesti pour satisfaire ses besoins à lui et à sa famille. Warren Buffett se contente alors de dépenser l'argent là où ses besoins se font ressentir. Pour ces trois personnes, j'ai alors découvert que la valeur qu'ils accordent à l'argent est centrée sur la qualité de la vie, la qualité de leur vie, que ce soit en termes de besoins ou en termes d'envie, avant même de se tourner vers les autres. Et ce fut alors une véritable révélation pour moi. La seule valeur de l'argent repose sur l'amélioration ou la simplification de la vie. Voilà ce que j'appelle l'esprit riche, je répète. La seule valeur de l'argent repose sur l'amélioration ou la simplification de la vie. Pensez. Pourquoi les voyages coûtent si cher? Parce qu'ils développent la qualité de nos vies en termes d'influence. Pourquoi un iPhone coûte aujourd'hui si cher? Parce que l'outil tout en un simplifie nos vies quotidiennes. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à la richesse en d'autres termes. Plutôt que de me focaliser sur la valeur argent, je me tournais plus vers la qualité de ma propre vie. Mon obsession se centrait alors plus sur mon développement personnel et familial. Même en évaluant la valeur de mon patrimoine, mes actifs reposent aujourd'hui davantage sur la qualité de ma vie que sur de pures valeurs financières. Certes, ma maison améliore la qualité de ma vie, mais cela ne suffit pas. Il y a 3 mois, j'ai acheté pour 80 € un banc de musculation. Je pratique depuis plus de 4 mois de l'exercice physique à raison de 3 ou 4 fois par semaine.
Je sais que la pratique d'une activité améliore mon énergie et donc ma vie quotidienne. Même si comptablement le banc ne représente pas un investissement, il fait bien partie de mes actifs dans le sens où il améliore la qualité de ma vie. Lorsque je suis parti en Italie ou en croisière, cela m'a changé la façon de voir les choses et ma vie a alors changé. Ces voyages ont alors contribué à développer ma façon de voir les choses et donc la qualité de ma vie. Ces deux événements émotionnels intenses font donc également partie de mes actifs. Moralité, la qualité de ma vie ne se mesure pas exclusivement par ses actifs et son passif comptable. Même si un achat immobilier peut améliorer la qualité de ma vie, un investissement émotionnel fait aussi partie de ma vie. C'est alors, que plutôt que de me dire que je veux gagner 1 million d'euros, je me demande alors plutôt qu'est-ce qui peut améliorer la qualité de ma vie.